Et si, pour fêter Halloween, nous parlions de sang dans Blow Up? Car du sang au cinéma, il en coule. Du sang rouge dans Twin Peaks, du sang noir dans Amityville, du sang blanc dans Sin City, ou du sang bleu dans Virtuosity, du sang qui coule du crâne dans La Mauvaise Éducation, des oreilles dans La Sagesse des Crocodiles, des yeux dans Frayeur, ou du nez dans Tip Top, du sang un peu dans Rio Bravo, beaucoup dans Hollow Man, passionnément dans Conversation secrète, ou à la folie dans Shining. Bref, du sang au cinéma en veux-tu en voilà? De quoi, bien évidemment, faire un petit point sur la question. Alors commençons par une créature intimement liée au sang, le vampire, et son plus célèbre représentant, Dracula, ici dans la version des studios Hammer. Mais il existe bien sûr de nombreuses autres versions du mythe, à commencer par celle de Francis Ford Coppola, avec Gary Oldman et Winona Ryder, séparés dans le sang au XVe siècle, qui se retrouvent toujours dans le sang 4 siècles plus tard. Sinon, il existe également des vampires plus modernes, très sauvages dans The Addiction d'Abel Ferrara, ou nettement plus distingués dans Only Lovers Left Alive de Jim Jarmusch. Enfin, n'oublions pas les relations vampiriques moins fantastiques et plus métaphoriques, par exemple celle entre Liv Ullmann et Bibi Andersson dans Le Persona de Bergman. Mais encore, eh bien le sang est évidemment une question d'identité et même d'humanité. C'est par exemple dans The Thing, le test sanguin particulièrement tendu qui va permettre de déterminer qui est encore humain et qui ne l'est plus. C'est également par le sang que l'on peut usurper des identités, notamment dans le Gattaca d'Andrew Niccol. À part ça, si le sang est une preuve flagrante d'humanité, cela n'arrange pas tout le monde, en tous les cas pas Sean Connery dans L'homme qui voulut être roi, qui ne peut pas berner éternellement tout un village en se faisant passer pour un dieu. Sinon, le passage du statut d'ange à celui de simple mortel, comme pour Bruno Ganz dans Les Ailes du désir, passe aussi par un écoulement de sang. Tout comme le passage du statut de surhomme à celui d'homme dans Superman, le deuxième. Mais à part ça, eh bien le sang est souvent utilisé au cinéma comme signe prémonitoire pour dire que la fiction va bientôt basculer. C'est la goutte de sang sur le doigt de Tip et Edren dans Les Oiseaux qui n'annonce rien de bon, ou la goutte de sang en sortant du taxi dans Inferno qui semble déjà condamner le personnage, ou encore la goutte de sang pendant le rasage de Lune de Fiel, signe d'une relation amoureuse qui va bientôt dégénérer. Une scène qui nous fait d'ailleurs penser que très souvent au cinéma, le rasage se termine par un écoulement de sang, puisque Archibald de la Cruz, le lauréat, Il était une fois dans l'Ouest, Les Incorruptibles, et l'on ne parle même pas de The Big Shave, l'un des premiers courts-métrages de Martin Scorsese. Mais encore, eh bien après la prémonition du pire, vient le pire, car presque toujours, la mort au cinéma est signifiée par un écoulement de sang, par goutte dans Le Boucher, c'est rouge, ou par geyser dans Les Griffes de la Nuit, avec une récurrence, le sang qui coule derrière la porte close, comme ici dans L'Homme Léopard, ou derrière une porte presque close, comme ici dans Morse. À part ça, une autre récurrence assez proche, la mort signifiée par une tache grandissante sur la chemise, blanche de préférence, idée inventée par Alfred Hitchcock dans L'Homme qui en savait trop première version, idée reprise par Steven Spielberg dans le deuxième Indiana Jones, puis quelques années plus tard dans Minority Report. Des taches rouges sur les vêtements ou tissus qui nous font également penser à deux scènes particulièrement douloureuses, le blessé qui ne survivra pas dans Incassable et l'enfant qui ne naîtra pas dans Les Noces rebelles. Mais à part ça, eh bien dans un registre plutôt voisin, le sang coule souvent au cinéma sur des objets ou sur des motifs signifiants, par exemple sur des fleurs de coton dans Django Unchained, ou sur un téléviseur dans Funny Games,
sur une revue dans Dead Zone, ou sur un livre dans À toute épreuve, sur une partition dans Les Prédateurs, ou sur une statue très Magritte dans Le Syndrome de Stendhal. Et puis il y a le sang sur la neige, contraste de couleurs saisissant, souvent utilisé au cinéma, par exemple par David Lean dans Dr. Zhivago, du sang qui coule sur la neige aussi bien par saccades dans Kill Bill, que plus lentement dans Koyokin, du sang sur la neige en gros plan dans Fargo la série, ou en plan large et en plongée dans Les Liaisons dangereuses. Enfin, il y a le sang et l'eau, mélange là aussi très graphique, utilisé pour signifier un massacre, comme dans Kundun, mais aussi pour dire un avortement, dans Trois extrêmes, ou pour panser ses plaies dans le récent Elle, sans oublier les veines tailladées dans l'évier dans Le Dernier Empereur, et les veines tailladées dans le bain dans Un repas, avec toujours cette image traumatisme qui revient encore et toujours dans Martin, dans La taupe, dans Hit ou dans Les lois de l'attraction. Alors il faut laver, nettoyer, la baignoire dans Psychose, ou la douche dans Trouble Every Day, toujours au cinéma effacer les traces de culpabilité pour Nick Nolte dans Les nerfs à vif, pour Tom Cruise dans Mission Impossible, ou pour Michel Bouquet dans La femme infidèle. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les nombreuses métaphores du sang au cinéma, par exemple la goutte de vin de Voyage au bout de l'enfer, qui préfigure le drame à venir, ou les décors que traverse Ryan Gosling dans Only God Forgives, qui annonce le sang bientôt versé, tout comme le rouge à lèvres de Mélanie Laurent dans Inglourious Basterds, ou la cire de Sleepy Hollow, sans oublier le manteau de la petite fille dans La liste de Schindler, ou celui de la petite fille aussi de Ne vous retournez pas, juste avant le drame, avec, dans cette même scène, l'encre de la diapositive qui dégouline, ce qui nous fait penser à la tache d'encre sur le chemisier de Tippi Hedren dans Marnie, redoublée quelques secondes après par une surimpression au rouge, ce qui nous fait aussi penser au fondu au rouge de Cris et chuchotements, qui nous font penser, eux aussi, au fondu au rouge des lèvres rouges. Bref, si on ajoute le pacte de sang d'une nouvelle amie, et celui de Phantom of the Paradise, si on ajoute le sang dans le lit du parrain, et celui dans le lit de Barton Fink, si on ajoute les combats au sabre de Zatoichi, et ceux de Sanjuro, mais aussi les expérimentations chirurgicales des yeux sur visage, et celles de Lost River, et puis le dessin enfantin de Caché, et celui des frissons de l'angoisse, sans oublier le sang sur le ring de Creed, et le sang sur la corde de Raging Bull, mais aussi la main ensanglantée de La couleur pourpre, celle de Fury, et celle de Mystère de la chambre jaune, et sans oublier enfin la morsure sensuelle de La chambre bleue, la première fois des deux Anglaises et le continent, et le coït très sanglant entre Mickey Rourke et Lisa Bonet dans Angel Art. On peut dire que le sang est au cinéma décidément partout, qu'il soit vrai ou faux, comme dans Ténèbres, Mission Impossible ou Camille Redouble. Allez, du sang. Pompe, 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 pompe. Et tout ceci nous a plus que jamais donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes sanglantes de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Top. Voilà. Stop. Coupé. C'est coupé, merci. C'est bien. Notre numéro 5, commençons par le commencement, c'est-à-dire par les génériques de films. Il y a la célèbre goutte de sang du bal des vampires, mais aussi le sang en ouverture de Sweeney Todd, ou encore la patinoire d'In the Cut de Jane Campion. N'oublions pas également que le pré-générique des James Bond repose en partie sur l'écoulement de sang, mais notre préféré, le générique, tout en métaphore gourmande, d'American Psycho. Notre numéro 4,
nous avons évoqué quelques scènes de nettoyage sanglant au cinéma, mais nous avons gardé notre préféré pour le top, Volver de Pedro Almodóvar bien sûr, et le lavage très méticuleux de Penélope Cruz. Notre numéro 3, les 10 commandements de Cécile B2000. Mais pourquoi d'ailleurs? Ah oui, pour les eaux du Nil changées en sang, souvenir d'enfance tout à fait tenace. Stretch out my staff against the waters. Look! There! Where he struck the river. It bleeds! The water turns to blood! Blood flows from the god! See how it spreads. It is blood! That you may know the power of the Lord. For 7 days Egypt will thirst. 7 days without water will Fill every jug and jar. pestilence will be everywhere. Were it 7 times 7 days, no magician's trick will set your people free. Sacred water, make pure the flood from which you came. Notre numéro 2, cela fait quelque temps que nous n'avions pas cité Wes Anderson dans nos top 5, alors allons-y. 60e minute de la famille Tannenbaum, sur la musique d'Elliott Smith. Luke Wilson s'apprête à se couper les veines, et les coupes de montage de s'intensifier comme par solidarité. Veines tailladées, pellicule aussi. Enfin, notre numéro 1 est l'évidence de l'évidence, Carrie de Brian De Palma, sorti sur les écrans américains il y a tout juste 40 ans. 40 ans que Carrie est montée sur scène, sous les yeux de ses petits camarades, heureuse pour peu de temps encore.